Nous revoilà pour l'application de la séance 6. Donc ici, on va essayer de suivre un petit peu ce qui est noté ici. Donc d'abord, importer les données depuis le fichier .pkl. Ok. Donc c'est un format dont vous avez des explications à nouveau ici. Donc on importe les données avec Pandas, avec le label ici, donc .readPickle. Vous avez une méthode associée à Panda. Ça permet de charger le fichier PKL. Ok. Donc ici, vous pouvez voilà, voir que l'ensemble des colonnes, parce qu'on a print data.columns, ici l'ensemble des colonnes correspond à des tickers. Ce qu'on appelle des tickers, c'est les sortes d'identifiants correspondant aux composants des indices boursiers. Ok. Donc là, je crois qu'il y a Deutsche Bank quelque part, il y a Adidas quelque part, etc. Donc vous avez, voilà, c'est les tickers que vous pourrez retrouver sur n'importe quel site d'information boursière concernant les entreprises. Euh, donc si on plotte l'entête des données, voilà ce qu'on obtient, bah, c'est les séries de prix par action composante de l'indice DAX30. Ok. Donc si on plotte l'ensemble de ces séries, juste pour voir à quoi ça ressemble, bah voilà, on a une suite de séries boursières. Donc parfois il y en a certaines qui ont des petites valeurs d'action, donc elles sont un peu écrasées dans ce graphique-là, mais c'est simplement pour voir un petit peu l'allure générale des données. Euh, donc on a importé, de créer un nouveau data frame nommé RDT underscore DAX contenant les séries de rendement de l'ensemble des cours contenus dans le data frame initial. Les rendements doivent être mis à l'échelle 100. Ok, donc très simple de calculer les rendements, c'est simplement le changement en pourcentage des données de prix. Donc RDT DAX égale data.pctChange, donc pour percent change, iLock 1, 2 points. 1, 2 points, ça veut dire que la première observation, étant donné qu'on aura fait le taux de croissance, la première observation, ce sera des NA, donc il faut l'enlever. Okay. Donc on part de la unième observation, sachant que la zéroième existe en Python à nouveau, fois 100. Okay. Donc si on veut être certain de ce qu'on a fait, on peut à nouveau faire rdtdax.head. Ok, donc là on voit bien qu'on a des éléments qui correspondent au rendement de chacune de ces séries. Créer un nouveau data frame RDT DAX contenant les séries de rendement de l'ensemble des cours. Ça on l'a fait, pardon. Choisissez un symbole quelconque et plottez ces rendements. Donc je prends ce symbole-là, donc DPWDE, j'ai oublié ce que c'était, qu'on peut aller voir sur internet rapidement. Ah bah c'est la Deutsche Post, donc j'imagine le service postal allemand. Ok. Filiale du monopole d'État Deutsche. Ok, donc c'est bien, voilà, si vous voulez savoir à quoi correspond chacun de ces indices, vous les tapez dans Google et vous avez l'information. Et plotter ces rendements, donc rien de plus simple, plt.plot, rdt underscore dax, ça c'est le data frame. Il faut sélectionner la colonne correspondant au symbole que vous avez choisi, et vous avez ici la série de rendements qui apparaît. Donc là, vous observez, en 2008-2009, vous avez le cluster de volatilité correspondant à la crise. Ok, peut-être des clusters peut-être un peu plus petits là, parce qu'il n'y a pas eu de crise sur le time frame. Je crois que je me suis arrêté avant 2020. Ok, donc ça très simple. Tester l'effet Arch sur les séries de rendement. Donc les séries de rendement, donc toutes. Donc là, c'est l'occasion de vous présenter une petite méthode associée au data frame. Donc RDT d'accès à un data frame. .apply, donc c'est-à-dire tu vas appliquer une fonction à l'ensemble du data frame d'une certaine façon. Et donc cette façon, c'est axis égale 0 ou axis égale 1. Axis égale 0, ça veut dire que tu vas l'appliquer ligne par ligne. Et axis 1, ça veut dire que tu vas l'appliquer colonne par colonne. Donc là, en fait, la fonction, tu vas l'appliquer à chacune à chacune de l'ensemble des lignes composant la colonne. Ok. Dans tous les cas, vous aurez fait le contraire, vous aurez vu que ce sera très long d'ailleurs. En plus, c'était une mauvaise idée de faire ça. Euh, donc axis 0 pour faire en gros pour chacune des colonnes le long des lignes. Il faut penser le long des lignes. Donc 0 c'est pour la dimension ligne.
Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Donc un data frame de 4 lignes. Ok, donc là on l'a pas stocké, hein. Je l'ai pas mis dans un autre data frame. Je l'ai pas, j'ai juste appliqué ça au data frame existant. Et donc vous vous souvenez, la fonction arch c'est pour tester l'effet arch dans les données. Donc ici on a bien, donc là j'ai modélisé, j'ai testé mon effet arch directement sur les rendements, d'accord? Donc ça fait, ici vous avez la valeur du multiplicateur de Lagrange, la valeur du test de Fisher en ligne 2. Ici vous avez les p-valeurs associées à ces deux façons de faire le test. Ce que vous observez, c'est que les p-valeurs associées par exemple au multiplicateur de Lagrange en ligne 1, c'est des p-valeurs très faibles. Et p-valeurs très faibles impliquent un rejet de l'hypothèse nulle. Donc l'hypothèse nulle, pour rappel, c'est l'absence d'effet arch. Donc rejet de l'hypothèse nulle, s'il y a un effet arch. D'accord? Donc on peut jeter un œil rapide sur la plupart des séries. En fait, quand vous voyez un e puissance moins quelque chose, c'est que c'est très proche de 0. Sauf pour une série ici, db1.de. Donc ce serait pas mal aussi de voir à quoi elle ressemble. Alors hop. Donc là c'est peut-être cet outlier là, moins 50. Cet outlier ici qui fait l'absence de d'effet arch. Enfin, elle est assez curieuse cette série DB1 là. Vous voyez, il y a quasiment un flash crash. Ok. Et sinon, vous voyez que la plupart du temps, vous avez un e puissance moins quelque chose, donc implique une très faible l'absence d'effet arch. Euh, Implique la présence d'effet arch, excusez-moi. Euh, ok, appliquer à chacune des séries une modélisation mu, alors de type mu Garch. Donc mu c'est pour constante, Garch 1,1 avec mu un terme constant. Ok. Donc la sous-partie c'est récupérer les paramètres estimés pour chacune des séries et essayer de les représenter graphiquement. Donc essayer, c'est-à-dire que là vous allez avoir, donc là je mets dans une fonction, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est le bout de code présenté dans le cours, je l'ai mis dans une fonction parce que ce sera plus pratique. On pourra faire du apply après. Ensuite, euh, on prépare des data frames vides, okay, dans laquelle on va stocker les informations. Vous voyez ici ma fonction garchx, elle me renvoie les paramètres, la volatilité conditionnelle et les séries de résidus. D'accord? Et donc ici je les récupère, résidus, volatilité conditionnelle et params, en appelant la fonction. Donc la conditional volatility pour le symbole i, donc pour le symbole, le symbole donné, donc for sim in l'ensemble des symboles contenus en colonne, on va remplir les data frames vides qu'on vient d'initialiser juste avant. Donc pour convol, on va mettre la volatilité conditionnelle. Pour all param, on va mettre les paramètres, résidus, etc. Et on va remplir comme ça dans une boucle les data frames vides. Ok. Donc là, c'est un petit, donc essayer de voir. C'est pas très pratique à chaque fois de faire des graphiques comme ça. Donc là, ça vous permet en fait de faire des subplots, donc un graphique à gauche, un graphique à droite, etc. Pour le graphique à gauche ici, x1 pour l'axe 1. Ok, donc pour axe 1 c'est pour le graphique de gauche, axe 2 c'est pour le graphique de droite. La méthode annotate vous permet d'ajouter du texte à côté de points sur un scatter plot. Ok, ça peut être utile. Et ça, ok, j'ai mal fait ce passage. Hop. Et donc quand on exécute cette fonction, vous avez deux graphiques. C'est peut-être plus intéressant à lire le graphique. Vous voyez la façon dont j'ai positionné le texte avec les paramètres de annotate. Ici, là, je me suis un peu manqué. Le texte du point en haut est pas visible. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à gauche, ça correspond au paramètre mu. Donc mu, c'est le paramètre, c'est la constante, c'est le, comment dire, c'est la modélisation du processus en moyenne qu'on a choisi, donc par une constante. Donc on voit que là c'est pratique, on voit que pour chacun des cours boursiers, ils ont des constantes, enfin dans leur série de rendement, ils ont des constantes différentes. Je dirais ouais, autour de 0,1, ok.
Donc ça, c'est les constantes associées à ces rendements. Donc là, c'est du 0,1%, hein, donc c'est très proche de 0, puisqu'on a fait un fois 100 juste avant. Euh, Ensuite, à droite, c'est l'oméga. Donc cette fois-ci, oméga, c'est le terme constant du processus de volatilité. Vous vous souvenez? Et donc ici, on voit des choses également très proches de 0, avec parfois des séries outliers de ce point de vue-là. C'est-à-dire que dans la volatilité, il y a une forme de constante un peu qui apparaît un peu plus décollée de 0. Je fais de la même chose, c'est le même code que précédemment, mais cette fois-ci, je plotte pas mu et oméga, mais je plotte alpha et bêta. Donc alpha, ça correspond dans le Garch 1.1, ça correspond alpha ici aux valeurs retardées de l'erreur au carré, et ici au lag de la variance du processus. Ok. Donc ici, je vois bien que, comme je vous le disais, le bêta associé à la variance du processus à droite, c'est en général plutôt proche de 1. Ok, ça veut dire que au temps t, ben, on dépend fortement de la variance au temps passé, etc. Euh, et ici, là, vous avez quelque chose de plus centré autour d'un paramètre 0,10. Voilà, donc là, ça doit être le même. Ok, mais c'est intéressant de voir du coup sur si vous devez appliquer Garch sur un ensemble de séries, bah, vous pouvez faire un petit peu du comparatif comme ça entre les paramètres que vous avez estimés. Ensuite, on demandait quoi? Alors, récupérer dans un data frame nommé convol les variances conditionnelles, toutes les séries et tracer-les. Donc ça, c'était la deuxième partie. J'avais récupéré déjà les volatilités conditionnelles dans convol. Et du coup, je m'amuse à les tracer. Ok. Donc ici, convol.iloc, on va pas toutes les tracer, sinon c'est assez bourrin. Donc là, j'ai décidé de partir de la 1200e, du 1200e point dans le temps. Ok, et voir un peu, bah, on voit bien que la crise de 2008, l'ensemble des séries ont eu un, enfin, il y a un gros bloc de volatilité conditionnelle ici, au moment de 2008. Il y a d'autres blocs ici. Alors ça, c'est peut-être crise de la dette. C'est même crise de la dette, c'est un peu plus avant, c'est 2010, donc 2012, ça peut être un autre événement. Fin du monde, peut-être. Euh, du coup, voilà, donc on les a tracés. Euh, Ensuite, on nous demande quoi? Vérifier que tenir compte d'une volatilité dynamique nettoie bien les résidus de l'effet H. Moi, j'appelle des fois volatilité dynamique le fait que la variance soit indexée par le temps. Donc, je l'avais récupéré tout ça dans all résidual que j'avais défini ici. All résidual, je l'avais récupéré les résidus. Ok. Et donc, euh, j'ai récupéré les résidus de l'estimation, mais c'est des résidus qui ne tiennent pas compte automatiquement de la volatilité conditionnelle. Donc les résidus standardisés, c'est all résiduel divisé par volatilité conditionnelle. Donc là, étant donné que des data frames, c'est des data frames de dimension 2, c'est comme si on faisait une division quand vous mettez l'opérateur diviseur entre deux matrices 2, dans ce cas-là, dans ce cas de data frame, ça fait une division element-wise. C'est-à-dire que l'élément 1,1 est divisé par l'élément 1,1 de l'autre matrice, etc. L'élément 2,2 divise l'élément 2,2 de l'autre matrice. Euh, donc une fois qu'on a, et du coup ça nous fait une nouvelle matrice avec des éléments standardisés, donc stdres. Ok, donc je l'affiche cette matrice, donc voilà, vous avez des matrices standardisées. On prend par exemple une... oui, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une étape. Donc j'ai les résidus standardisés ici. Pour vérifier si ça a bien nettoyé de l'effet arch, on refait comme tout à l'heure. .apply et arch. Ici, qu'est-ce qu'on observe à la ligne 1? Toutes les valeurs sont quasiment proches de 1.
Ça veut dire qu'on a bien nettoyé, ça veut dire qu'on a bien nettoyé le résidu de l'effet arche. A0 n'est pas rejeté, il n'y a pas d'effet arche dans les résidus. Donc on a bien fait le travail. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vous ai illustré le fait à gauche les résidus standardisés de dbk.de. Donc dbk.de, j'ai dit quoi? dbk.de, c'est la Deutsche Bank. Donc la Deutsche Bank, résidus standardisés, résidus non standardisés avec les clusters de volatilité. Euh, donc ici, pour buy, on le fait une deuxième fois pour byn.de, correspond à l'entreprise pharmaceutique Bayer. Et ben on voit que le Garch 1.1 a fait un moins bon travail de standardisation que potentiellement un Garch d'ordre supérieur ou une autre façon de modéliser. Okay. Donc là, il demeure quand même un peu des clusters ici, des petits clusters ici de volatilité, enfin en tout cas des pics ou des événements exceptionnels qu'on n'a pas réussi à capter. Donc là, des résidus, ils sont pas super blancs, il y a quelques autres d'ailleurs. L'effet arche est un peu moins évident, j'ai mis il demeure un effet arche, mais je vais peut-être pas le mettre. Mais il y a voilà, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à capter, alors que notre résidu, il est censé être sous forme de bruit blanc, ou en tout cas normalisé. Voilà, donc c'était une application assez courte, mais ça va peut-être vous servir dans, dans vos travaux personnels, dans vos projets. Voilà. Donc pour la prochaine fois, ce sera Pierre qui vous donnera un cours sur les VAR. Ensuite, il enchaînera avec les modèles de co-intégration. Et moi, je vous reprendrai. Donc je pense qu'à la place de simulation avec Python, on va faire quelque chose sur le web scrapping. Voilà, donc ça, on a encore le temps un peu d'en parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à faire des retours sur le cours.